L'œil de l'expert, comme chaque mercredi à cette heure-ci. Ce soir, une experte, thérapeute enfant-adolescent, auteur de Pour aller de l'inquiétude à la quiétude chez Hello Éditions. Marilyn Stenger, bonsoir. Bonsoir. On a déjà abordé pas mal de thématiques avec vous. La dernière fois, c'était ces petits gestes du quotidien qui contribuent à notre bonheur, à la joie, parents-enfants. Alors, désolé, mais ce soir, c'est un peu plus abrupt. Oui. Mais je crois nécessaire en ce moment, puisque l'actualité, je vous apprends rien, Marilyn, peut être dure, très sombre. On peut penser à ce qui se passe dans certains endroits du monde, des attentats également, des catastrophes, des guerres. Comment est-ce qu'on parle de ces drames à nos enfants ? Alors, ce qui est important, c'est effectivement d'en parler et d'éviter les images. Ça, c'est vraiment une première règle. Ça veut dire quoi, éviter les images ? Éviter d'allumer la télé et puis que nos enfants tombent sur des images violentes, non filtrées, parce que l'image va vraiment venir s'incruster au fond du cerveau, elle va rester. Les mots, on va en parler, il va y avoir l'intonation, il va y avoir l'émotion. Les mots vont être beaucoup moins impactants que l'image. Donc ça, c'est déjà vraiment une première approche. Et puis après, il faut parler, j'ai envie de dire, il faut parler vrai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cacher notre émotion. Mais si nous, adultes, certaines situations nous choquent, on peut faire part de ce choc à nos enfants ? Mais oui, en fonction de l'âge de l'enfant, on va être plus ou moins amené à parler de nos propres émotions. Mais pour un petit bonhomme, si effectivement on est très très choqué, il faut d'abord aller se libérer, déjà faire un travail en amont pour pouvoir en parler à mon enfant. Parce que l'enfant, avec ses petites antennes, il va imaginer des choses encore plus graves que ce qui se passe. Alors justement, ce curseur, où est-ce que le situe entre ce qui est entendable pour l'enfant et ce qui ne l'est pas ? Est-ce que c'est en fonction de l'âge, de l'intensité du drame ? Ce serait magique si on se disait, à 6 ans et 2 jours, on peut te dire ça, avant on peut pas, mais c'est pas comme ça. Ça va vraiment être en fonction de la sensibilité de l'enfant. Et j'allais dire, même pour des jumeaux, on peut imaginer que la sensibilité sera pas la même. Donc on va essayer de s'adapter à l'émotionnel de chacun des enfants. Et si on prend des cas particuliers, par exemple des enfants qui ont vécu des situations de drame, qui ont été confrontés, par exemple, que ce soit des images ou alors même dans leur vie personnelle, est-ce que ça veut dire que l'acceptation, cette fois-ci, est plus vaste, la tolérance est plus grande, ou est-ce que l'enfant reste d'abord un enfant et il faut le protéger ? Ça reste d'abord un enfant. Et puis si l'enfant a été confronté, il y a eu ne serait-ce qu'une alerte intrusion dans les établissements scolaires. Ah oui, cette musique terrible. C'est terrible. C'est pas l'alerte incendie. Non, c'est ça, c'est pas la même. L'alerte incendie, j'allais dire, dans les lieux communs, c'est passé. Dans les us et coutumes, le transgénérationnel est passé par là. Les enfants sont habitués. Mais tous les parents aujourd'hui connaissent l'alerte intrusion. C'est horrible. C'est horrible. Ne serait-ce que ça, moi, j'ai déjà accompagné des enfants qui avaient vécu ça et qui l'avaient très mal vécu. Donc, concrètement, pour celles et ceux qui ne saisiraient pas, c'est cette alerte, finalement, ce son qui est diffusé dans l'établissement, où on invite les enfants à se cacher sous la table. Mais oui. Ah oui, à fermer les portes et à se cacher, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent, mais en même temps, il faut le faire. Mais comment on réagit dans ces cas-là ? Comment on en parle ? Alors, là, ce sera le travail de la maîtresse pendant cette alerte pour vraiment montrer qu'il y a du cadre, que c'est pas n'importe quoi, mais qu'on sait exactement ce qu'on doit faire. D'où l'importance de faire ces alertes avant, en espérant que ça n'arrivera jamais, mais voilà. Et puis à la maison, quand l'enfant va en parler, peut-être il va en parler en disant « j'ai eu très très peur », on va dire que la peur est normale. On va valider cette peur. Tu as raison d'avoir eu peur, parce que effectivement, c'est pas anodin de faire ça, et on n'est pas dans le monde des bisounours. Malheureusement, on fait ce genre de choses parce que il y a déjà eu des situations où il y a eu des dangers. C'est important ce que vous venez de dire, Marilyn. Vous avez dit, c'est normal d'avoir peur. Souvent, on serait tenté de dire à son enfant, pas grave. Exactement, on n'est pas peur. Non, mais non, il a peur. Comment voulez-vous ? C'est ça. Donc la peur nous renvoie au besoin de se mettre en sécurité. Donc à partir du moment où on valide cette peur, on va parler tout de suite après de la sécurité qui va être mise en place pour assurer la sécurité de nos enfants dans les établissements scolaires ou autres. Alors quand ces événements, ces actualités engendrent donc des peurs, des frayeurs qui risquent aussi de créer des blocages, des hésitations, de la retenue, comment est-ce qu'on y répond à ces blocages, à ces hésitations ? Parce que là, elles sont maîtrisées dans la manière dont vous en parlez, mais si ça va jusqu'au blocage ou... Si ça va jusqu'au blocage, il faudrait consulter un professionnel. Parce qu'effectivement, ça peut amener à ce qu'on appelle maintenant un refus scolaire anxieux.
C'est une des pistes du refus scolaire anxieux. C'est-à-dire que l'enfant qui a vécu quelque chose de traumatique au sein de l'école peut ne plus savoir y aller. C'est un stress post-traumatique. C'était pas prévu, on n'est pas là pour faire la pub, mais comment ça se passe un rendez-vous? Vous dites qu'il faut consulter, mais les parents sont pas habitués, et puis ça peut paraître un peu effrayant, un peu nouveau. S'il y a eu quelque chose dans l'établissement scolaire, il y a en principe toujours des psychologues scolaires qui viennent et qui ont une cellule d'écoute. Donc déjà, il y a cette première étape. Et ça, j'incite vraiment dans les situations dramatiques, il faut aller à cette cellule d'écoute. C'est vraiment la première démarche. Et parfois, ça suffit. Parce que l'enfant va se retrouver avec des petits copains et puis ils vont parler de la même émotion puisque c'est le même événement. Et parfois, ça va tout de suite désamorcer. Parfois, ce ne sera pas suffisant et il faudra les consulter. Alors, on peut travailler en hypnose, on peut travailler Alors, il y a différentes thérapies, le FT, le MDR, enfin voilà, c'est un peu du jargon pour tout ça, mais il y a des différentes thérapies pour désamorcer ce souvenir traumatique. Vous avez commencé en disant il ne faut pas laisser l'enfant face à un écran et quelque chose qui serait incontrôlé. Or, quand on pense aujourd'hui aux écrans, évidemment, les enfants sont en permanence tentés ou un petit copain qui met un écran devant les yeux. Donc là, il faut, en amont de tout ça, libérer la parole avec nos enfants. C'est-à-dire que l'enfant qui aurait vu quelque chose en cachette, il faut qu'il puisse venir le dire à papa, maman. S'il vient en disant j'ai vu ça et que là il se fait rouspéter parce que t'avais pas à regarder, blablabla, il viendra plus jamais le dire. Donc l'enfant qui a vu une image, il faut vraiment qu'il puisse se sentir en sécurité pour en parler avec ses parents. Si on a déjà fait le pourquoi tu as regardé ça et c'était pas à toi de regarder ça, comment on le rattrape? On s'assoit à côté de l'enfant en disant « Tu sais, ça m'a tellement choqué ce qui vient de se passer. Je regrette ce que j'ai dit. Peut-être même je te demande pardon d'avoir réagi comme ça. Et viens, on va en reparler. » Des parents peuvent demander comme ça pardon à leur enfant de manière simple et... Bien sûr, bien sûr. Un gros coup de colère, vous savez, une journée de travail, deuxième journée de travail quand on rentre à 17h. La première journée s'est mal passée. L'enfant arrive avec quelque chose au mauvais moment, j'ai des soucis. Ça peut arriver à tout le monde et il ne faut pas se culpabiliser d'avoir des vilaines paroles. Et ça ne détruit pas l'image du parent. Non, mais non, au contraire, maman ou papa, ils ont fait quelque chose, ils ont fait une erreur et ils nous demandent pardon et c'est OK. Alors avec vous, Marilyn Stenger, thérapeute enfant-adolescent, formatrice, auteure, conférencière, on parle de sujets plus joyeux, mais donc là on continue sur cette lancée. Est-ce qu'on peut parler de tout à nos enfants, avec évidemment les précautions, mais de tout, que ce soit de la mort, de la guerre, de la pauvreté Oui, je pense, oui. On peut, oui, oui. Oui, je pense que c'est important. Et puis, toujours avec ce côté, oui, ça existe, mais là, aujourd'hui, il y a des petits bonheurs. On revient à notre émission sur les bonheurs, mais voilà, il y a quand même tout ça autour de nous qui est chouette, quoi. À quel âge est-ce qu'on distingue? Vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'âge miracle, mais est-ce qu'on peut distinguer un enfant très jeune d'un enfant, un enfant d'un ado, un ado d'un jeune adulte? Alors, je sais qu'en anglais, le teenager, ça commence donc à partir de 13 ans, on dit que c'est un ado, mais est-ce qu'il y a des âges comme ça qui permettent bien de franchir des petits paliers? Des paliers? Oui, je pense que c'est peut-être même par rapport au collège. Vous voyez, l'entrée au collège, l'entrée au lycée, et puis l'entrée en élémentaire. Je pense qu'on va plus être dans ces catégorie-là, parce que du coup, le cerveau est plus capable de comprendre les choses. L'échelle scolaire est une bonne échelle, c'est ce que vous me dites. Dans vos consultations, est-ce que, alors si c'est pas indiscret, mais est-ce que certains jeunes vous parlent de nouveautés anxieuses, comme par exemple, quand je pense à l'environnement, il y a tout ce qui est éco-anxiété, la peur que la planète ne soit pas en bon état demain. L'éco-anxiété, c'est extrêmement présent. Et comment vous y répondez? Qu'est-ce qu'on donne comme réponse aux enfants? Vraiment la pratique des petits pas. Ok, il y a ça, il n'y a plus de singes en Amazonie, enfin voilà. Mais toi, là, au quotidien, toi, quel est l'impact que toi, tu peux avoir? Je jette plus les papiers par terre, je coupe le robinet d'eau quand je me brosse les dents. Ok. C'est vraiment, voilà, quel est toi ton impact? Pour l'instant, c'est vraiment ce que j'appelle la théorie, enfin c'est pas que moi, la théorie du colibri. La métaphore du colibri, la forêt brûle, les grands animaux se reculent et ne font rien. Et puis il y a juste notre petit colibri qui prend une petite goutte d'eau dans son bec et qui va l'acheter au-dessus du feu. L'histoire s'arrête là. Et les grands animaux se moquent un peu de lui. Et lui, là, le colibri nous dit « Mais moi, je fais ma part ». Et c'est vraiment ça qu'il faut ramener
aux enfants. Fais ta part. Chacun fait son job, et Voilà. puis quitte à ce que ce soit une petite échelle. Bien sûr. Et à propos des grands ados, cette fois, juste avant qu'ils quittent la maison, est-ce que là après, c'est nos limites, c'est-à-dire que c'est d'égal à égal? Bien sûr, ben oui. Là, après, quand ils arrivent, on dit que le cerveau est considéré comme mature entre 20 et 25 ans. Donc, quand on est dans ces tranches-là, ils sont considérés comme... D'accord, mais la majorité ne veut pas dire 20-25 ans, on n'y est pas encore. Hein. Ah ben non, bien sûr. Donc bien il faut sûr. encore mettre des Il y a garde-fous. encore, oui, tout à fait. Et ils en ont besoin. Ils en ont besoin parce que voilà, tout n'est pas connecté et c'est pas de leur faute. C'est comme ça, c'est physiologique. Être parent ne s'apprend pas à l'école. C'est pourtant le plus dur des métiers. C'est ce que vous proposez dans vos astuces dans l'ouvrage pour aller de l'inquiétude à l'inquiétude chez Hello Édition. Si on prend le sujet à revers, les parents qui sont eux, choqués, meurtris par ce qu'ils voient, par les tensions, comment est-ce qu'ils peuvent, quelle astuce vous leur donnez pour, malgré tout, paraître paisibles vis-à-vis des enfants et ne pas les assommer avec ce qui les assomme? Ouais. C'est déjà dire leur ressenti et dire qu'eux aussi vont faire un petit travail, peut-être en sophrologie, en relaxation, aller discuter avec des copains, des copines, enfin voilà, eux-mêmes vont essayer aussi d'alléger un peu leur peine. Et donc, ce que je retiens aussi, c'est qu'il n'y a pas de sujet tabou, non. Mais tout est dans la manière d'aborder le sujet. C'est ça. Ça paraît simple quand vous le dites comme ça. Ça l'est moins. Évidemment, quand nous-mêmes on est impactés, ne serait-ce un deuil. Aller annoncer à un enfant que le grand-père vient de décéder, c'est une étape qui est extrêmement difficile. Alors je conseille aux parents, dites-le, si vous avez besoin de pleurer, pleurez, c'est pas grave. Mais voilà, expliquez ce qui vient de se passer avec des mots simples si l'enfant est jeune. Et puis si par chance, c'est tant mieux, vous avez des croyances qui nous permettent de se dire mais il y a encore quelque chose après. Enfin voilà, ça fait beaucoup de bien quand même. Protéger, accompagner, expliquer, communiquer. C'est ce que vous nous dites à chaque fois. Tout le temps. Mais vous comprenez qu'adultes, on a des blocages aussi pour communiquer avec nos enfants? Bien sûr, on n'aurait plus de travail, nous, les thérapeutes, pour enfants. Hein. Mais oui, bien sûr que c'est difficile parce qu'on n'ose pas, on a une espèce de pudeur à aller exprimer ses propres émotions auprès de nos enfants. Et du coup, l'enfant capte qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et il se fait un film, il se fait un monde parfois beaucoup plus dangereux que ce qui se passe dans la réalité. Marine Stenger, le temps file. Hein, oui. Déjà, alors, on a compris le processus, la manière évidemment de parler de finalement toutes ces situations terribles. Le fait qu'il n'y ait pas de tabou aussi, c'est important. Mais ce qui est important pour les parents, c'est de se dire, tiens, là j'ai bien fait, tiens là ça a marché. Comment on fait pour savoir si oui ou non on a pris la voie qui semblait la plus sereine, la plus paisible, la meilleure des voies? Quand l'enfant se remet dans une espèce de sérénité. Alors je vais dire c'est par défaut quand il n'y aura pas de cauchemar, quand à la maison il va être calme, quand il va arrêter de poser des questions, c'est qu'il a compris. Vous voyez, donc on va le voir, l'enfant va redevenir, s'il était stressé, il va se remettre dans quelque chose de normal. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de tout? Stress, de tout? Cauchemar, de tout? C'est toujours pareil. S'il y a une fois des cauchemars, c'est pas grave. S'il y a une fois où l'enfant est sur le qui-vive, vous savez, il y a un bruit dans la rue, on sent si ça arrive une fois, c'est pas grave. Mais c'est vraiment la récurrence qui va commencer à nous dire, tiens, ça fait 2 mois là, je trouve que c'est bizarre, il parle de ça. Là, du coup, on va lui tendre des perches. Écoute, ça fait plusieurs fois où je te vois sursauter dans la rue quand on entend un bruit fort. Ça fait 3-4 fois que tu fais des cauchemars. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'aurais pas vu quelque chose? Est-ce qu'on t'a parlé de quelque chose? Et voilà. Et si tu veux pas m'en parler à moi, peut-être tu peux aller en parler à parrain, marraine, tati, mamie, voilà. Peut-être qu'il y a un autre adulte avec qui tu vas te sentir en confiance pour évoquer le problème. Eh bien voilà, en tout cas des pistes d'apprentissage pour les parents aussi, parce qu'on a besoin d'avancer. Merci beaucoup Marilyn Stenger. Je rappelle que vous êtes thérapeute enfant, adolescent, auteur, conférencière. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci, bonne journée.